Ça y est, le trailer GTA 6 vient de sortir. Des millions de stats à tout va. Il n'y a qu'à regarder l'annonce de la révélation du trailer. Vous savez, ils ont posté un thread disant que le mois de décembre marquera les 25 ans du studio. Ils postent 2-3 messages en dessous de ce tweet et finissent par ça. La révélation du trailer du prochain GTA. Le trailer a battu le record du monde de vues d'une vidéo non musicale en seulement 13 heures depuis la publication. Bien devant le record de MrBeast quelques semaines auparavant. Donc ça, c'est la puissance du studio. Le studio qui va sortir le jeu le plus attendu de tous les temps. Le jeu vidéo est la forme d'art qui permet le plus d'interaction entre l'œuvre et le spectateur. C'est pour ça qu'on dit joueur et non spectateur quand on parle de jeu vidéo. Quand on joue à un jeu, on ne fait pas que le regarder. On l'écoute, on le visite, on l'explore, on y meurt, on interagit. Mais le terme joueur pour parler d'art n'est pas vraiment approprié. On pourrait dire spectateur actant, qui est un terme réel, bien que personne ne dit ça et que c'est beaucoup trop long à dire. Pourquoi je vous dis ça? Car Ryan Brent, fondateur de Take-Two Interactive et fils du milliardaire Peter Brent, veut à 19 ans créer des jeux vidéo. Mais pas parce qu'il adore ça, bien que ce soit le cas. Pas non plus parce qu'il sait qu'il peut faire beaucoup d'argent, et bien que ce sera le cas. Il veut créer une œuvre dont les spectateurs pourront interagir à leur façon. C'est pourquoi à 19 ans, au lieu de reprendre l'une des entreprises de son père, développer son propre journal et faire sa petite fortune dans son coin, il crée Take-Two Interactive. La boîte sort quelques jeux qui marchent plutôt bien, mais Ryan a un problème, il peut distribuer et éditer des jeux en Europe. Mais c'est pas le cas en Amérique. Pourquoi être éditeur en Amérique? Pour générer plus de bénéfices, ainsi qu'être plus libre lors des décisions importantes et relations publiques. Et 5 ans plus tard, il fait un choix qui marquera le jeu vidéo à jamais. Il achète un éditeur à New York, BMG Interactive, présent dans le marché américain et qui est une entreprise branche de Bertelsmann. L'une des entreprises dites nouvelles technologies avec DMA. C'est pas très important, mais avec ce rachat, ils peuvent désormais éditer des jeux depuis l'Amérique. Et depuis 1994, ils ont réussi à vendre quelques jeux à petit succès et décident de rentrer en bourse. Le fait d'entrer en bourse exige de rendre public les bilans fiscaux et de partager des actions avec de potentiels actionnaires afin d'augmenter leur capital et produire plus. Ce sont l'un des premiers dans le domaine du jeu vidéo à tabler là-dessus pour leur investissement et ça va se révéler fructueux. Ils renomment l'entreprise BMG pour un nom qui correspond à l'image qu'ils veulent renvoyer, Rockstar Games. Et c'est vraiment à ce point de l'histoire que commence l'aventure pour Ryan Brent et son entreprise. L'année d'avant, BMG a sorti un jeu, leur tout premier jeu d'une licence qui grandira au fil des années, qui a fait parler de lui car il est considéré comme violent, avec des missions polémiques telles que la livraison de drogue, le fait de jouer des bandits, des voleurs contre la police, et tout ça avec une direction artistique très simple, en 2D, qui pousse à la légèreté alors qu'on parle quand même de sujets très sérieux. Pourtant le jeu n'avait pas été conçu pour jouer les bandits, et c'est même l'inverse, on devait jouer la police, arrêter les braqueurs, les vendeurs de drogue et les criminels. Mais on en est arrivé là car deux développeurs, David Jones et McDaily, prenaient juste beaucoup plus de plaisir à jouer les bandits que les policiers. Évidemment, ils savaient que le jeu allait faire polémique de par sa violence, de par ses sujets abordés. Rockstar décide d'en jouer et embauche un journaliste pour parler de la violence dans le jeu et ainsi pouvoir générer du buzz. Ça va tellement bien marcher que la politique américaine va s'en mêler et certains pays vont même interdire GTA comme le Brésil en 98. Cette polémique a grandement aidé à vendre le jeu. Rendez-vous compte qu'à l'époque, les jeux ne sortaient plus en 2D. Ça fait des années qu'on sait faire de la 3D. Vous pensez vraiment que les gens, après avoir connu 45 ans de jeux en 2D, veulent encore se gonfler là-dedans? Bien sûr que non, le pari était hautement risqué. Surtout comparé aux autres jeux en 3D sortis la même année. Mais alors, pourquoi ce jeu a plu? Parce qu'il sort des sentiers battus et prend des risques. On joue un criminel. C'était tellement rare de jouer du côté obscur, de jouer du côté du mal. Dans le premier opus, on joue un petit personnage qui parcourt Liberty City, San Andreas et Vice City. Des parodies de New York, la côte californienne et Miami. On peut se balader à pied ou avec différents véhicules, on a déjà un sentiment de liberté énorme, alors que le jeu ressemble à ça. Le jeu parvient à créer une atmosphère captivante, un témoignage de l'ingéniosité et de la créativité des développeurs. Le cœur du gameplay de GTA est l'incarnation d'un gangster, dont le but est de se faire un nom dans le grand banditisme. Le joueur, à travers diverses missions attribuées par des malfrats, s'engage dans des vols à main armée tout en naviguant dans la ville avec des véhicules terriens, marins ou aériens. Cette représentation brute de la criminalité urbaine permettant aux joueurs d'attaquer civils et forces de l'ordre a généré une controverse faisant de GTA un sujet de débat sur la violence dans les jeux vidéo.
In Grand Theft Auto, your son or your husband or your boyfriend or whoever can hire a prostitute, have sex with her, and then beat her to death with a baseball bat. À cette époque, GTA a un retard sur la concurrence qui est déjà dans la 3D. Évidemment, ça a joué sur les ventes. Est-ce que ça a empêché Rockstar Games de faire une suite en 2D? Absolument pas. Un an plus tard, l'extension GTA London sort. On joue à un malfrat, même gameplay, nouvelle mission et surtout nouvelle map. C'est une année de fou pour le jeu vidéo, il y a eu la sortie de Silent Hill, Age of Empires 2, Super Smash Bros et évidemment GTA 2. Mais quelle importance que le jeu soit moins beau que les standards actuels. Je veux dire, vous êtes tous beaucoup plus amusés à jouer à un vieux jeu sur téléphone ou peut-être sur votre Switch plutôt qu'un gros jeu qui est magnifique mais où vous faites chier. Parce que c'est pas la beauté d'un jeu qui définit son amusement. C'est pour ça que GTA fonctionne très bien à cette époque, malgré le retard visuel par rapport à la concurrence. Il y avait des missions de gang à faire pour gagner leur respect, pouvoir débloquer d'autres missions plus difficiles, mais qui rapportent plus d'argent, qui peuvent parfois débloquer de nouvelles armes et véhicules. Il y avait aussi des missions secrètes, généralement c'était des missions telles qu'exploser des camions de glace, tuer un maximum de gens ou voler un certain nombre de véhicules. C'était déjà très mal vu à l'époque ce genre de choses dans les jeux vidéo, et GTA premier du nom s'était déjà pris plusieurs polémiques. That parents who buy some of those games may not realize just how much violence they're getting. C'est pourquoi ces missions secrètes n'étaient possibles que via l'utilisation d'un code, souvent donné par le vendeur lors de l'achat du jeu. Vous l'aurez compris, Rockstar voulait vraiment éviter que GTA 2 tombe dans les mêmes polémiques que le premier GTA. C'est pourquoi ces missions secrètes étaient vraiment très bien gardées et parfois les vendeurs ne donnaient tout simplement pas le code. Le jeu est globalement bien reçu et toujours aussi fun, mais Rockstar veut maintenant passer à l'étape supérieure en développant ce qu'ils appellent GTA 3D. L'annonce officielle de ce passage à la 3D crée une vague d'excitation. Le prochain GTA promet d'être une révolution. Pour réaliser cette vision ambitieuse, les développeurs nous invitent à envisager la vie d'une grande ville. Imaginez-vous au centre d'une métropole. Des citoyens vacants à leur occupation, des voitures circulant dans les rues, des interactions diverses se déroulant autour de vous. Ce tableau vivant est ce que Rockstar aspire à recréer dans Liberty City, une réplique de New York. Et le défi est de taille. Chaque interaction doit générer son propre son, contribuant à l'ambiance sonore d'une ville. La tâche est complexe, recréer chaque son spécifique pour une interaction donnée exige un travail méticuleux. L'objectif est clair, offrir aux joueurs une expérience aussi réaliste que possible. Et pour y parvenir, les innovations ne manquent pas. Du motion capture pour les cinématiques, une première dans un jeu de cette envergure, à la création de milliers d'éléments spécialement conçus pour le jeu. La difficulté est accentuée par le fait que GTA 3D ne peut pas réutiliser d'anciens éléments 3D, puisque les versions précédentes étaient en 2D. Ainsi, chaque aspect du jeu, de l'architecture à la dynamique urbaine, doit être conçu de zéro. Le souci du détail va jusqu'à intégrer des réactions réalistes au sein de l'environnement du jeu. Si un piéton est heurté ou attaqué, des ambulances arrivent pour porter secours, tandis que la police poursuit l'agresseur. Des incendies déclenchent l'intervention des pompiers, et même si le joueur choisit de ne pas semer le chaos, la ville reste animée et imprévisible, avec des guerres de gangs et des PNJ qui adoptent des comportements variés. L'attention portée aux détails se reflète également dans la destruction des véhicules. Si le joueur tire sur une partie spécifique d'une voiture, c'est cette partie qui sera endommagée. Évidemment, je passerai très vite sur l'introduction d'une minimap en remplacement d'une boussole, l'ajout d'une barre de vie et d'armure, qui transforme l'expérience de navigation et de survie dans le jeu, le système météo-dynamique avec des cycles jour-nuit et des conditions météorologiques aléatoires, comme la pluie ou le brouillard. Tout cela ajoute une couche supplémentaire de réalisme. La carte du jeu est inspirée de New York mais dotée de sa propre identité. C'est un chef-d'œuvre de design. Elle comporte divers quartiers, comme Stunt Island, une reproduction de Central Park et des quartiers riches adjacents. Il y a également l'île Fantôme, accessible uniquement en avion. Le seul avion du jeu. Pourquoi le seul ? Parce que malheureusement, pendant le développement, une des plus grandes catastrophes mondiales se passe à seulement 2 km des bureaux de Rockstar. Ce que vous voyez là, c'est George Bush, président des États-Unis depuis moins d'1 an, qui apprend que 2 avions viennent de se cracher sur le symbole de la puissance économique de son pays. Ce choc mondial a eu un impact direct et profond sur le développement de GTA 3. En réponse à cette catastrophe, Rockstar a pris la décision difficile de retarder la sortie du jeu de 3 semaines, pour apporter des modifications. Qualifié à l'époque de mineur, bien que peu de détails aient été communiqués sur ces changements, il était clair que l'événement tragique avait influencé l'équipe de développement.
Parmi les ajustements notables, on compte la modification de la peinture de voitures de police, initialement semblable à celle de la NYPD. Certains aspects du jeu, tels que les écoles, les bus scolaires, ont été supprimés. Et plus significatif encore, les trajets des avions dans le jeu ont été modifiés, certains étant même complètement supprimés. Plusieurs missions faisant allusion à des actes terroristes ont été retirées. Ces changements reflètent la sensibilité de Rockstar aux événements mondiaux et leur volonté de ne pas paraître insensible ou provocateur dans un contexte de deuil national. L'impact de l'attaque du 11 septembre sur l'Amérique était immense. Et comme on le voit ici, il a même touché le domaine du jeu vidéo. Après la sortie de GTA 3, Rockstar savait que c'était un carton. Et ils se disent, ok, New York c'était cool, le grand banditisme, la mafia, le côté sérieux, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir un GTA qui ne va pas simplement copier la licence, mais qui pourrait avoir sa propre identité au-delà de changer de carte. Ok, vous souvenez-vous des films et séries qui passaient en boucle à la télé dans les années 2000 ? C'est exactement cette ambiance que veut Rockstar North pour le prochain opus. D'abord prévu pour être un DLC avec plein de nouvelles missions, armes et nouveaux véhicules, Rockstar décide finalement d'en faire un nouveau GTA à part entière qui sort en 2002. GTA Vice City. Cette fois-ci, des inspirations comme Scarface ou Deux flics à Miami sont plus que présentes. On reprend le gameplay de GTA 3, on améliore les points faibles et on garde les points forts. On garde aussi la même équipe de développement de GTA 3, on améliore le moteur de jeu, le renderware qui appartient à Criterion, l'ajout des motos et des hélicoptères qui apparaissent dans cet opus. On peut acheter des bâtiments comme la compagnie de taxi ou le strip club de la ville qui rapportent de l'argent aux joueurs. Mais c'est pas réellement ça en fait le plus impressionnant, c'est l'ambiance du jeu. On est à Miami dans les années 80 et tous les clichés des films ou séries de cette époque sont là et ça fait tellement plaisir de s'y retrouver. Genre le cliché du plan caméra dans le coffre de la voiture sur les mafieux avec le costume blanc et la chemise violette, la moto qui saute d'immeuble en passant par les vitres du centre commercial, les guerres de gang dans les yachts et j'en passe, tout y est à chaque mission. Et c'est tellement plaisant d'avoir ce sentiment de liberté à cette époque-là. Cet épisode vient aussi rajouter des missions plus normales comme la livraison de pizza, l'ambulancier qui doit sauver des civils blessés ou jouer le pompier à éteindre des incendies avec son camion. C'était présent dans GTA 3 mais ici on pousse le concept un peu plus loin. Est-ce que ça empêche Rockstar de se prendre des procès et des accusations ? Absolument pas. Déjà pas mal de censure comme en Australie qui revoit sa qualification en mature en supprimant les scènes où le personnage va voir les prostituées. Ou en France, avec peu d'effets de sang, pas de tête ou membres coupés et impossible de récupérer l'argent des civils tués. Et en 2003, les communautés cubaines et haïtiennes en Floride pensaient que Vice City véhiculait des stéréotypes négatifs sur eux. Ils ont dit que le jeu les associait injustement à des activités criminelles, et les joueurs ont réagi en disant que le jeu visait des gangs spécifiques, pas les communautés entières. Malgré ça, la controverse s'agrandit. Rockstar a admis qu'il comprenait la situation, mais qui trouvait la réaction un peu exagérée. Cependant, avec la pression qui augmentait et les commentaires du maire de New York de l'époque Bloomberg, Take-Two Interactive a décidé de retirer certaines lignes de dialogue du jeu. Une nouvelle version du jeu a été lancée en 2004 et ça s'est arrêté là. Pour finir, en 2005, il y a eu un gros procès contre les créateurs et les revendeurs de la série GTA. L'affaire, c'est qu'un ado de 17 ans, Devin Moore, a tiré sur 3 policiers en Alabama après avoir joué à ces jeux. Ça s'est passé en 2003, Devin était au commissariat pour un vol de voiture et là, il attrape le pistolet d'un policier et en tue 3, puis s'enfuit avec leur voiture. L'avocat de Devin et sa famille ont accusé le jeu GTA parce qu'il y jouait tout le temps, de l'avoir influencé à faire ça. Ils ont demandé des indemnités aux magasins qui ont vendu les jeux, comme GameStop ou Walmart, et aussi à Take-Two Interactive et Sony qui ont produit le jeu et la console PlayStation 2. Le procès de Devin a donné suite à sa condamnation à mort. Ce GTA reste le jeu le plus vendu de l'année 2002. À savoir qu'il est sorti en octobre 2002. Ouais, c'est colossal. C'est aussi l'un des jeux les mieux notés de la presse spécialisée jeux vidéo. Ce GTA sorti en 2002 se classe comme le 4e jeu le plus vendu de la PlayStation 2. Rockstar s'est produit un hit, ils viennent de nous le prouver. La question maintenant c'est qu'est-ce que ce sera la suite ? On a déjà fait New York, on a déjà fait Miami, maintenant quelle ville des États-Unis on va reproduire ? Les fans doutaient que le prochain GTA allait se passer dans la côte ouest. Maintenant, à savoir quelle époque et quelle ville. C'est mal connaître Rockstar. Pourquoi se limiter à une ville s'ils peuvent prendre un état tout entier ?
Ça fait depuis 98 qu'ils connaissent par cœur le moteur de jeu qu'ils utilisent. Alors on va voir les choses en grand. Surtout que cette fois, ils se sont donné 1 an de plus pour le développement du jeu. Ils savent que les gens les attendent au tournant, on ne peut plus se permettre de faire simplement la même chose, il faut pousser plus loin dans tous les domaines. Imagine-toi à la place d'un employé disant que t'as pas trop de connaissances des gangs de Los Angeles et ton patron te dit que vous allez simplement prendre un avion, aller visiter chaque ville et se rapprocher des gangs pour avoir une expérience honnête qui se reflète dans le jeu. A video of every street around here, James. Yeah, is it safe? It's too, so they know how they sound and feel. That a Crip thing? Cool, these are English. Do not tell me to be cool. I'll decide when I'm gonna be cool. Who are you? They make Grand Theft Auto. Y'all some rock stars. Yo, I love that game. I'm playing for hours. Alors, Vice City était une bonne surprise. San Andreas était le tsunami que personne ne voyait venir. Déjà le trailer il est complètement fou, on te met un gros panneau Vinewood pour te montrer qu'on est à Los Angeles, on te met un gros casino qui te rappelle Las Vegas, on te met des grosses voitures, des gros flingues, des explosions, on te met du gros Guns N' Roses dans le trailer parce que ils savent déjà que le jeu va être un carton, ils sont trop forts. Je pense que comme moi vous avez découvert la licence GTA avec 7 épisodes. J'avais pas l'âge d'y jouer, j'ai pu laisser chez des amis qui avaient des grands frères ou carrément avec mes cousins qui étaient plus âgés. Le pari de faire mieux que Vice City a été atteint et en fait dépassé très largement. La map fait 4 fois la taille de Vice City, chaque ville faisant la taille de la map du précédent jeu, rien que ça. Et cette fois-ci, on nous donne accès à 3 villes. Los Santos, inspiré de Los Angeles, c'est notre ville de départ, c'est là d'où vient le même. Oh shit, here we go again. On y reconnaît bien la ville entourée de ses collines, la plage, la fête foraine, Hollywood évidemment, et ses quartiers riches. On a San Fierro, basé sur San Francisco, on y reconnaît ses rues en pente et évidemment le pont qu'on ne présente plus. Et on a Las Venturas, inspiré de Las Vegas, célèbre pour ses casinos et son ambiance nocturne, etc. Entre ces villes, on a des vastes plaines, des déserts, des forêts, des montagnes, et surtout aucun écran de chargement. C'était là une prouesse technique dans la conception des mondes ouverts du jeu vidéo. Il faut s'imaginer, découvrir une partie des États-Unis, un immense terrain de jeu sans limite. Rockstar voulait qu'on s'attache aux personnages qu'on joue. C'est pourquoi ils ont développé bien plus le mode histoire que dans les opus précédents. On suit un personnage masculin, Carl Johnson ou CJ, qui apprend le meurtre de sa mère. A son retour, CJ retrouve sa famille et son ancien gang, le Groove Street Families, confronté à de multiples problèmes. CJ est rapidement entraîné dans un conflit de gang, luttant pour reprendre le contrôle de son quartier et pour établir l'influence de son gang. Beaucoup de thèmes très durs sont abordés durant l'émission. La loyauté, la justice, la pauvreté, le racisme, la famille. Quelque chose de très humain, malgré le côté très arcade du titre. Et c'est la première fois que le protagoniste marque autant les joueurs dans la série GTA. Mais Rockstar n'a pas fait qu'améliorer la carte et le scénario. Ils ont poussé des aspects du jeu, même parfois insignifiants comme le système de combat en infiltration. Désormais, sur certaines missions, le joueur peut donner un coup fatal avec son couteau aux ennemis. Et il peut aussi utiliser le pistolet silencieux pour pouvoir éliminer ses cibles sans se faire repérer. Mais vous pouvez évidemment aller dans un coin de la carte, commencer à semer le chaos, tirer sur tout ce qui bouge jusqu'à voir le SWAT, le FBI et même la garde nationale dans le niveau d'alerte le plus élevé. Tu joues comme t'as envie, c'est la promesse du studio. Ils ont même ajouté des avions de chasse de l'armée qui font leur apparition. Comme ça, tu peux aller t'amuser à tout faire péter d'un bout à l'autre de la carte. Mais là où ils ont été très forts, c'est l'ajout du côté RPG. Genre, un truc qui a plu à tout le monde, c'est le maintien de l'aspect physique du personnage de Carl. Si on mange sain et qu'on va à la salle de sport, notre héros devient musclé. A l'inverse, si on mange beaucoup au fast-food et qu'on ne fait pas de sport, notre personnage grossit. Plus tu cours et plus t'es endurant, plus tu conduis et mieux tu conduis, pareil quand tu tires à l'arme à feu. Également pour la tenue du joueur, on peut choisir entre les vêtements, la coiffure, les tatouages. Chose que t'es extrêmement limité avant. On peut façonner Carl à notre façon. Aussi pour ajouter un peu plus de fun dans le jeu, dans les versions PS2 et Xbox, il est possible de jouer à 2 joueurs en cherchant 7 icônes sur la map. Pas d'écran scindé, mais ça fait tout de même plaisir de jouer avec un ami et de semer le chaos à 2. En résumé, on peut jouer à plusieurs mini-jeux comme les bornes d'arcade, le billard, le casino, faire du basket, du parachute, de la photographie, du graffiti, prendre des cours de conduite pour les différents véhicules et du cambriolage, et on peut tuner son véhicule. Aussi, 13 ans après la sortie du jeu, on sait pourquoi la taille de la lune est modifiable avec le fusil de précision. Bon, je pense que vous avez compris à quel point ce jeu a été révolutionnaire, une fois de plus, par rapport aux anciens jeux GTA, qui l'ont été dans l'industrie du jeu vidéo. C'est tellement une révolution pour l'époque que le jeu est sorti en fin d'année 2004 et finit le jeu le plus vendu sur PS2 en 2004. En fait, c'est même le jeu le plus vendu sur cette console avec 17 millions de ventes et 27 millions toutes plateformes confondues. Encore une fois, ça n'a pas empêché les polémiques sur ce jeu, notamment je pense la plus grosse polémique concernant un jeu GTA, le mode Hot Coffee.
Un mode qui permettait, via un mini-jeu, d'avoir un rapport sexuel entre Carl et sa copine. En fait, Rockstar a prétendu que la totalité de ce mini-jeu avait été ajoutée via un mode, alors qu'en fait c'était bien présent dans le code du jeu de base. Très vite, le SRB, qui est l'agence de notation des jeux vidéo aux États-Unis, a mis à jour le classement du jeu, le passant de jeune adulte à adulte uniquement. Le jeu est retiré de certains points de vente dans le pays, et l'Australie a carrément interdit le jeu à la vente sur son territoire. Rockstar en panique publie en 2005 un patch supprimant ces lignes de code qui permettent d'accéder au mini-jeu, et le jeu peut donc être republié et redistribué normalement. Et la même année, Rockstar Games atteint le milliard symbolique de capital. C'est pas le fameux coup de chance qui arrive une fois lors de la sortie d'un projet de quelqu'un ou d'une boîte. Rockstar vient de créer un véritable empire en montrant qu'ils sont capables, année après année, de surprendre le monde avec la sortie des GTA. Les 2 années suivantes, Rockstar se concentre particulièrement sur 2 épisodes plutôt légers, notamment pour la PSP avec GTA Liberty City Stories en 2005 et Vice City Stories en 2006. Globalement, ils reprennent la même ville que leurs précédents jeux, c'est-à-dire Liberty City et Vice City. Ils corrigent certains éléments et rajoutent du multijoueur sur PSP avec différents modes de jeu. Encore une fois, ils sont très bien accueillis par la critique, mais pour Rockstar, il est temps de passer à la création de leur prochain GTA majeur, donc sur console de salon. Et pour faire ça, ils vont délaisser le moteur de jeu Renderware car ils ont créé le leur. C'est comme si, au lieu d'utiliser Photoshop, ils créent un logiciel pour éditer des photos avec des éléments dont ils ont besoin, des outils plus spécifiques. Et pour ce nouvel opus, Rockstar veut montrer quelque chose de beaucoup plus réaliste. À quelle ville les gens pensent quand on parle du rêve américain ? Et j'avais un rêve avec mon meilleur pote, c'était de partir à New York. New York. La ville sera fortement différente de GTA 3, et ce déjà parce que Rockstar travaille sur ce jeu depuis 2004. On parle maintenant de centaines de personnes pour le développement du jeu, le tout géré par Sam et Dan Houser. Je les ai pas introduits plus tôt, mais ils sont les co-présidents de Rockstar Games. Ils viennent de BMG Interactive, on en a parlé au tout début de la vidéo, et depuis GTA 3, ils sont réalisateurs et producteurs de la licence. Si GTA est ce qu'il est, surtout depuis GTA 3, c'est en partie grâce à eux. Sam Houser demande à ses équipes de faire une démonstration technique du nouveau moteur de jeu de Rockstar, Rage, pour voir à quel point il se différencie des anciens GTA. Et le résultat est bluffant, à tel point que le jeu Table Tennis va sortir en 2006, montrant les résultats de ce nouveau moteur de jeu. C'est aussi à ce moment que le développement va accélérer et doit accélérer car en plus du nouveau moteur de jeu, Rockstar veut ajouter la technologie d'animation procédurale. Grosso modo, plutôt que d'utiliser des animations préenregistrées, on va créer un algorithme qui va calculer la trajectoire du mouvement en fonction de la vitesse, de la direction et du terrain. Mais le problème avec cette envie de repousser les limites du prochain opus, ils peuvent pas reprendre des anciens scripts des précédents jeux et les améliorer. Il faut donc faire du motion capture pour les nouvelles animations. On parle de centaines d'animations en motion capture, le tout qui doit être adapté au nouveau moteur Rage. La sortie étant prévue pour 2008, des mécaniques des anciens jeux vont devoir être supprimées pour ne pas surcharger les équipes qui font déjà plusieurs heures de travail supplémentaires par semaine pour que tout fonctionne correctement. Mobilisant pas moins de 1000 développeurs et avec un budget de 100 millions de dollars, c'est le jeu le plus cher jamais réalisé à cette époque. La sortie est prévue pour le 29 avril 2008. Et vous savez quel film est en tête d'affiche à ce moment-là ? Rockstar a dû repousser la sortie de GTA 4 pour éviter des pertes potentielles de recettes à cause du film Iron Man. Et effectivement, à sa sortie, il bat 2 records de vente. Il devient le jeu le plus vendu en une journée ainsi qu'en une semaine. De si gros chiffres ne font pas plaisir à certaines personnes. Comme Glenn Beck, qui revient encore une fois à la charge montrant que le jeu est trop violent, qu'il devrait changer de catégorie de PEGI, passant de mature à adulte uniquement, et en s'appuyant sur des associations qui luttent contre l'alcool au volant pour attaquer le jeu. La Thaïlande va carrément retirer le jeu de la vente suite au meurtre d'un chauffeur de taxi, l'homme disant s'être inspiré de GTA. En France, à Lyon, un adolescent se fait arrêter pour avoir brûlé des voitures, il se dit inspiré par GTA 4. En Louisiane, un garçon de 8 ans tire à l'arme à feu sur sa grand-mère quelques minutes après avoir joué à GTA 4. Des exemples, il y en a à l'appel. Et la presse d'actualité confirme que le jeu influence les joueurs. D'une manière globale, le jeu est plus sombre que les précédents opus. L'histoire, c'est qu'on suit Nico Bellic, un vétéran de guerre qui décide de venir en Amérique vivre le rêve américain promis par son cousin Romain. Évidemment, l'histoire que lui racontait Romain était fausse et il va tomber dans la criminalité, chose qu'il voulait éviter en changeant de vie. Et le jeu divise pas mal les fans, car considéré comme moins fun, moins complet, beaucoup plus sérieux. Où sont passées les jolies couleurs des précédents opus ? On dirait que ce GTA nous montre la réalité du rêve américain mais sans aucun filtre. On voit qu'il s'adapte plus à son époque que les autres GTA. La conduite n'a plus rien à voir avec les anciens jeux, elle est plus lourde, comme si on conduisait réellement un véhicule. Rockstar Games voulait un jeu plus réaliste, racontant une histoire sombre, comme si nous étions dans la vraie vie.
Et donc on perd pas mal de mécaniques, comme le côté RPG de Carl, qui doit s'entraîner pour maintenir un physique athlétique, la gestion de territoire, mais surtout le côté très arcade des GTA, qui le sont depuis GTA premier du long. En fait, on est face à un film polar, on le ressent tellement dans l'ambiance. Et ça on comprend aussi avec le changement de musique entre les anciens thèmes de GTA et celui de GTA 4. La caméra aussi, elle n'a plus rien à voir. Remarquez la différence entre ça et ça. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, on y reviendra un peu plus tard. On dit souvent que les petits détails font la différence. Dans GTA 4, ils font tout. On peut prendre n'importe quel passage d'une vidéo d'un gameplay de GTA 4 et voir le nombre d'interactions et de détails en 3 secondes. Wow, mais attendez les gars, il y a des embouteillages ou quoi dans le jeu là? Alors juste pour répondre à la question, oui, il y a des embouteillages gars, t'es à New York. Alors en 3 secondes, on a eu les klaxons de voiture car il y a des embouteillages, les reflets sur les voitures, les ombres du pont au-dessus à gauche créées par le soleil, les feux des voitures qui s'illuminent, la voiture qui, quand on tourne brusquement, elle s'incline, le poteau qui se casse car on lui fonce dessus en voiture, les effets d'électricité et feu à l'origine du poteau, la gravité qui fait tomber le poteau très vite car on l'impacte avec un véhicule en vitesse. Bref, vous avez compris, et encore j'ai pas parlé des pots d'échappement qui fument, la saleté de certains véhicules, le crépitement du pot après que la voiture ait roulé à un certain moment, etc. Et évidemment, la caméra. Elle n'est pas centrée sur nous. La caméra nous montre la ville en permanence. Tenez, si vous levez la caméra, le FOV change, il s'agrandit, montrant la grandeur des bâtiments de la ville. On se sent si petit à côté. Parce que le vrai protagoniste du jeu, c'est pas Niko Bellic, c'est Liberty City. Il y a eu un avant et un après GTA 4 au niveau des open world. GTA 4 il met la barre tellement haute, la ville est si vivante, il se passe toujours quelque chose. Peu importe ce qu'on fait dans le jeu. Tiens, d'ailleurs, il y a un son dans la vraie vie à Times Square qui est assez bizarre et que des fois les gens entendent et ne peuvent pas expliquer ce que c'est. Eh bien, Rockstar a pris le temps de mettre ce son dans le jeu. Couplé à un réalisme presque déconcertant, comme le fait de devoir aller au cybercafé pour utiliser internet, lire les news de la ville qui évoluent au fil de l'histoire, regorgeant d'easter eggs. Ce genre de détail qui ne rajoute rien au jeu mais qui joue tellement en faveur de l'immersion, parce que 90% des joueurs vont passer à côté de ça. Et le fun n'a pas été oublié, au contraire, dans GTA 4 on peut inviter ses amis pour parcourir la ville ensemble ou faire des modes de jeu. C'était plutôt complet et le jeu changeait vraiment d'aspect lorsqu'on passe du solo au multijoueur. Il avait une autre saveur. À côté de ça, on a le droit à 2 DLC qui viennent compléter le jeu, parlant d'une autre histoire, d'un autre personnage. Le premier est Lost and Damned, on y joue un chef d'un groupe de motards localisé à Liberty City nommé The Lost, qui se déroule en parallèle des missions de Niko Bellic. Le deuxième est The Ballad of Gay Tony, on y joue un ancien membre du cartel de la drogue dominicain, endossant le rôle du garde-corps personnel d'un entrepreneur homosexuel, Gay Tony, propriétaire endetté de 2 boîtes de nuit. Dans les 2 DLC, on découvre une ville différente, des palettes de couleurs moins grisâtres pour certains, jouant entre pauvreté et richesse. Rockstar voulait des DLC qui ne soient pas uniquement l'ajout d'un simple véhicule ou d'une simple mission. Et c'est un pari plus que réussi. Il y a des détails tout le temps. On a l'impression d'être dans un monde réel. Exemple, vous vous promenez dehors, vous voyez un truc marrant, ou vous voulez prendre en photo vos amis car le cadre est sympa, ils sont sur un pont qui surplombe le parc, et de là où vous êtes, il y a une superbe vue. Alors vous zoomez sur votre téléphone. Et qu'est-ce qui se passe quand on zoome? L'image se pixelise. C'est exactement le cas dans GTA 4. Et ça ne le fait pas dans GTA 5, à tel point qu'on peut se dire que, en fait, il n'arrivait juste pas à rendre l'image nette. C'est sûr qu'il y a un gars en réunion qui a dû dire un truc du genre... Justement, dans la vraie vie, quand on prend une photo et qu'on zoome, l'image se pixelise, alors autant le laisser dans le jeu. Et en parlant de détails, encore, si vous venez ici avec votre personnage, vous voyez une fresque, ou plutôt un décor de manège, avec le Vinewood et l'avion qui vole au-dessus de Los Santos. Cette image est tirée du dernier plan de l'annonce du trailer de GTA 5 en 2011. Tout était déjà là. GTA 4 a posé les bases de ce qu'est un open world, et a montré la voie à tous ceux qui veulent se lancer dans la création d'un genre plus que dur à égaler, les GTA-like. On se demande même qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus, car tout ce que je viens de vous énumérer, et c'est qu'une infime partie, est aussi présent dans GTA 5, et elle sera très probablement dans GTA 6. Alors quelle sera la suite ? La suite, c'est qu'en 2 minutes, Rockstar ne perd pas de temps et attaque déjà GTA 5. Faire un nouveau GTA sans monde ouvert est impensable et impossible de faire moins que ce qui a déjà été fait.
Il faut faire plus, comme ils le font, d'épisode en épisode. Plus d'activités, plus de réalisme, plus de voitures, plus de lignes de dialogue, plus de radio. Non, sérieusement, il y a quasiment 20 heures de pistes radio. On parle de plus de 500 musiques. Cette fois-ci, direction le sud-ouest des États-Unis et on se dirige à Los Angeles. Et oui, on a déjà fait cette région, mais avouez que la différence entre ça et ça est énorme. Et Rockstar va nous montrer encore une fois leur savoir-faire. On n'a pas beaucoup d'informations sur le développement du jeu, mais Rockstar veut absolument consolider leur empire. Ils savent qu'il faut du temps pour faire un GTA, et plus vite ils s'y prendront pour la suite, et mieux sera la qualité du jeu. Les premières images du jeu ressemblent à ça. On voit qu'on est encore sur l'ancien moteur de jeu, celui GTA 4, mais avec la création du nouveau moteur de jeu, évidemment que tout était amené à changer. Ils travaillent en silence, donnant très peu d'informations sur GTA 5, et désormais on est en fin d'année 2011, et sans que personne ne le sache à ce moment-là, des hackers s'introduisent dans les serveurs de Rockstar. C'est pourquoi un trailer sort en panique le 2 novembre pour éviter de potentiels leaks du jeu, et c'est aussi pour ça que pendant 8 mois on n'aura plus aucune information sur le jeu, car le vrai trailer devait sortir au milieu d'année 2012, et bordel, la claque. Les gens sont devenus complètement fous. Des files d'attente interminables, partout dans le monde, avec des pics de records sur les ventes pour certains magasins. Des gens attendaient carrément depuis la veille pour pouvoir être les premiers à acheter GTA V. On se croirait à la sortie d'un nouvel iPhone. Et dans ce GTA, on incarne 3 personnages, une première dans la saga, dont les histoires s'entremêlent pour nous servir les missions les plus folles et emblématiques de la série GTA. On commence le prologue avec Michael et Trevor, et le ton est donné. Fini le film polar new-yorkais des années 2000. Ici, on est dans le bon vieux film hollywoodien bourré d'action. Première scène du jeu, un braquage. Ça se tire dessus, des hordes de policiers, la scène de la voiture qui doit passer la ligne du train alors que celui-ci arrive à très grande vitesse, le coup du pote qui se fait tirer dessus et qui nous dit de continuer sans nous, et évidemment le dernier héros qui arrive à s'enfuir malgré le fait que la zone est bouclée de policiers. En 5 minutes, t'as compris que t'es déjà dans le film. Rien à voir avec les précédents opus qui avaient des missions plus calmes au début. Puis on continue l'histoire avec Franklin, qui, avec l'aide de son pote Lamar, vole 2 voitures pour aller les livrer à un concessionnaire. Concessionnaire malhonnête qui se fait son argent en vendant des voitures volées, jouant sur des contrats d'assurance douteux et manipulant les clients. Tout est surjoué. La scène de la course-poursuite jusqu'à la rencontre de Simon, le patron, l'exagération est permanente. Mais une fois tout ça fini, on se pose dans le véhicule de Franklin. On commence à rouler, on découvre la ville inspirée de Los Angeles, on admire la beauté du jeu, la grandeur des buildings et des bâtiments, la variété de PNJ, l'ambiance du jeu sur un magnifique coucher de soleil en écoutant la radio de Los Santos, et là on comprend. On ressent un truc, un sentiment d'excitation. Ce sentiment qu'on va vivre quelque chose de grand. On a toute la ville à découvrir. On pourrait même qualifier ce GTA de ville vivante. Et tout est accessible dès le début. Dans les anciens jeux, il fallait faire certaines missions ou avancer à certains stades de l'histoire pour débloquer une nouvelle partie de la carte. C'est pas le cas dans GTA V. Et c'est pas pour rien que sur YouTube, il y a 1001 vidéos comparant GTA V à la vraie vie. Rien n'a été laissé au hasard. J'ai dit que je parlais pas de détails, mais je vais plutôt me concentrer sur la ville. Vous pouvez connaître Los Angeles en jouant à GTA V tant elle est fidèle à la vraie vie. Même sur des détails insignifiants, genre ça. On sait que l'apport des petits détails vient surtout de GTA 4, mais GTA 5 a amélioré la formule sur ce point. Et il a d'ailleurs, comme GTA 4, su s'adapter à son époque. On peut, par exemple, tuner son véhicule. Il y a plus de 1000 options de customisation, chose qui était limitée, voire pas du tout disponible dans les précédents jeux. Le téléphone portable aussi, qui fait partie intégrante de notre vie, il le fait aussi dans le jeu. On peut appeler ses contacts, lire ses mails, envoyer des messages, prendre des photos, naviguer sur le net. Et le net des GTA est rempli d'easter eggs. En plus de pouvoir acheter des véhicules ou investir en bourse pour augmenter son capital, on peut même rechercher des liens cachés comme les profils des personnages sur les réseaux sociaux, les films à l'affiche avec des avis et critiques qu'on peut réellement aller voir dans le jeu, passer son code de la route, ou même voir des trucs comme ça. Cette photo est liée à cette mission. Hello, boy. What's that? You said a man is stuck in a tree. Give me a hand here. Man, that's a cool-ass dog you got, homie. What dog?
That dog that saved your ass, man. On y voit un accident de voiture, et si vous êtes passé à côté de la news, pour vous, ce chien, c'est juste un chien qui vous a demandé de l'aide, et qui est parti, alors qu'en fait, il appelait de l'aide pour son maître, mort également. Histoire triste. Enfin bref, des choses que 90% des gens vont passer à côté, mais qui rajoutent encore une fois en faveur de l'immersion. Pareil pour tous les mystères du jeu, on a tous déjà été au Mont Chiliad entre 3 et 4 heures du matin pour voir le fantôme, ainsi que la soucoupe volante. Des milliers de théories sur le net sont apparues pour comprendre le mystère des aliens. De l'œuf caché dans la toute première mission du jeu, de la fresque sur la montagne et finalement le jetpack. Chose qui était beaucoup plus accessible dans les autres GTA, ne l'est pas dans celui-ci. C'était une course contre la montre pour savoir qui allait être le premier à comprendre et dévoiler le secret. Secret qui perdura pendant quasiment 10 ans. Ce GTA V, contrairement à tous les autres opus, est là pour nous montrer le rêve américain. Partir de rien, rencontrer des gens déjantés, faire des grosses sommes d'argent et finalement avoir la grosse villa de ses rêves et les meilleures voitures de sport. Avec cet épisode, tout était là pour faire le GTA ultime. Plus d'activités, plus de véhicules, la map est plus grande avec une plus grande variété d'environnements. Le jeu est apprécié par tous et pire, c'est que GTA V ne viendra pas seul. Rockstar annonce aussi GTA Online. L'aventure Los Santos avec notre propre personnage et beaucoup plus d'activités promises par Rockstar. Le topo est simple, course de voiture, braquage, mission annexe et bien plus avec ses amis et autres joueurs en ligne. GTA Online est une aventure indépendante et amenée à évoluer là où GTA V ne le serait que via les DLC solo. Avant de parler concrètement de GTA Online et de son impact dans le monde du jeu vidéo, il faut savoir que Rockstar prévoyait de vendre 25 millions de copies du jeu en seulement un an de commercialisation. Alors, est-ce que vous pouvez deviner la somme qui a été générée en seulement 24 heures ? Plus de 800 millions de dollars. C'est là qu'on a tous compris que Rockstar avait gagné. Ils ont fini le jeu. Ils viennent en 24 heures de rembourser les 250 millions de dollars qu'a coûté le développement du jeu, ainsi que le coût marketing. Et on gagne infiniment plus que ce qu'ils espéraient. Au bout du 3e jour, c'est le milliard de recettes et presque 16 millions de copies vendues. Personne ne se doutait ne serait-ce qu'un instant de ce qui était en train de se produire. Et que quelques années plus tard, GTA V est simplement le 2e jeu le plus vendu de tous les temps. 200 millions de copies vendues. Et ça, on le doit à plusieurs choses qu'on va détailler. GTA V avec uniquement le mode solo n'aurait jamais pu faire autant de chiffres. Bien que le jeu soit totalement révolutionnaire à sa sortie, surtout pour une sortie sur des consoles datant de 2005 et 2006, il faut plus que ça. Si GTA V était sorti sans mode online et sans les DLC, il aurait pu faire 30 à 60 millions de copies pour le cas le plus optimiste. On allait se douter premièrement d'une sortie sur PC et évidemment sur les nouvelles consoles de salon. Je rappelle que GTA V sur PS3 c'est plusieurs minutes de chargement avant de pouvoir jouer. Aussi, la sortie sur PC et console next-gen de l'époque annonce le mode de vue première personne, chose totalement nouvelle pour un GTA, bien que rares soient les gens qui jouent uniquement en première personne. Et la différence entre la version PS3 et PS4 est dingue, c'est pourquoi beaucoup de joueurs sautent le pas et décident d'acheter une deuxième fois GTA. C'est légitime, on change de rendu visuel, on a des nouveautés, la physique a l'air différente aussi. Mais ce qui a aidé à vendre GTA durant toutes ces années, c'est évidemment la bombe qui est GTA Online. Des mises à jour gratuites ajoutant véhicules, armes, missions, propriétés viennent étoffer le jeu. Et de plus en plus, avec le succès grandissant de GTA Online. Les gens achètent GTA V pour pouvoir jouer uniquement au mode en ligne avec leurs amis. Les mises à jour étant fun, ajoutant tellement de contenu et des missions variées et amusantes, comme le braquage du casino ou les braquages fin du monde pour les missions les plus récentes. C'est des missions qui sont dignes du mode solo de GTA V. Et c'est tellement plus amusant de pouvoir faire ça avec ses potes que c'est l'argument principal de Rockstar pour continuer d'écouler GTA V. Au fur et à mesure, les ventes de GTA ne diminuent pas et même pire, elles augmentent d'année en année. Rockstar vient de comprendre que désormais le jeu est joué principalement pour son mode en ligne. Et décide donc d'annuler les DLC du mode solo. Ils mettent toutes les ressources nécessaires sur le contenu additionnel du mode en ligne. Mais alors, comment rentabiliser tout ça si le contenu est gratuit à chaque fois ? C'est très simple, dans le jeu, on commence avec seulement quelques dollars en poche. Et pour pouvoir faire les nouvelles missions, il faut débloquer un bâtiment, par exemple acheter une boîte de nuit ou jouer avec un ami qui a débloqué ce bâtiment pour faire les missions avec lui. Il faut donc soit le débloquer pour quelques millions de dollars dans le jeu, ce qui fait des dizaines et des dizaines d'heures pour avoir la somme dans le jeu, ou alors prendre sa petite carte bancaire, acheter ses petits dollars virtuels à 1,5 million pour 15 €, ou encore 4,2 millions pour 38 €, ou alors soyons fous et prenons carrément 10 millions pour 75 €. Et à chaque mise à jour, c'est pareil. Nouveau bâtiment, nouvelle mission, il faut donc plusieurs millions de dollars. C'est avec ce modèle que Rockstar gagne de l'argent.
Ils sont 1000 fois plus rentables avec ce système qu'en vendant des DLC solo, puisqu'à chaque mise à jour, les joueurs doivent dépenser plusieurs millions de dollars pour débloquer les missions, les véhicules aussi, parfois même des bâtiments. Et le mode online continue encore aujourd'hui d'être alimenté. On est maintenant en 2016. Le jeu est toujours disponible sur les consoles de salon, mais surtout sur PC. Et comme la plupart du temps, quand un jeu sort sur PC, le jeu va se faire décortiquer dans tous les sens. Et certains développeurs indépendants vont commencer à créer des mods pour GTA sur PC. C'est le début des mods. Devient Iron Man, devient Spider-Man, fait du chaos, des mods de météo, de graphisme, tout y passe. Mais certains voient une meilleure possibilité que de simples mods que tu vas installer, rigoler 5 minutes, puis le désinstaller parce que tout seul c'est chiant. Certains vont plus loin et se disent que désormais on a un terrain de jeu immense, avec tout ce dont il y a besoin pour faire du roleplay. C'est le début de l'ère GTA RP. D'abord, un contenu très niche. De plus en plus de vidéastes et streamers vont en faire la promotion en vidéo ou en live et GTA RP deviendra la source numéro 1 du visionnage de contenu GTA sur le net. Ton streamer préféré va créer un personnage qui va interagir avec d'autres joueurs et aussi en créer leur personnage. Chaque personne a une histoire qui l'amène à Los Santos et maintenant libre à lui de faire ce qu'il veut. Tu peux commencer par faire des petits métiers, te faire aider par un membre de la famille qui est déjà en ville et qui possède beaucoup d'argent. En clair, quand nous spectateurs regardons du GTA RP, c'est comme regarder une série Netflix à travers les yeux du héros. Pour les joueurs, eux, c'est comme jouer aux Sims, mais de manière beaucoup plus poussée. Avec plus de liberté et surtout avec d'autres joueurs. GTA RP va exploser durant l'ère du Covid et plein de créateurs de contenu vont émerger avec ça. Certains d'entre vous ont suivi School RP avec Amine, Michou, Billy et les autres streamers, qui a très bien marché et qui a permis à certains de découvrir le RP. GTA RP n'était pas entre les mains de Rockstar mais de 5M et exclusivement sur PC pour des raisons évidentes. Alors beaucoup ont acheté GTA sur PC pour faire uniquement du RP, lancer un serveur avec leurs amis et jouer tous ensemble. Entre temps, certains serveurs officiels de Rockstar ont fermé, comme ceux de la Xbox 360 et de la PS3, car ces consoles n'étaient plus assez puissantes pour jouer au mode online. Et avec l'ouverture des serveurs de la next-gen PS5 et Xbox Series, Rockstar préfère miser là-dessus. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que les problèmes commencent et que les inquiétudes apparaissent. On en a un peu parlé, mais l'annulation des DLC de GTA Solo est mal reçue par les joueurs, puisque teasé est promis à de nombreuses fois. On sait via un leak que c'était 8 DLC qui devaient sortir, mais qui n'ont jamais été. Rockstar, sous les ordres de la maison mère Take-Two, a préféré annuler les DLC pour se concentrer sur GTA Online, rapportant bien plus d'argent. C'est aussi, en 2014 et jusqu'à maintenant, le début de ce qu'on appelle le jeu-service. C'est simplement un modèle de jeu où le contenu est fourni de manière continue sur une période prolongée. Donc, pour GTA Online, depuis le lancement jusqu'à maintenant, toutes les armes, maisons, missions et véhicules qui ont été ajoutés au fur et à mesure du temps sont disponibles dans le mode online. Et il suffit d'acheter ces derniers pour quelques millions de dollars. Enfin, non, pardon, j'ai menti. 180 véhicules ont été retirés du mode online pour améliorer l'expérience utilisateur. Enfin, en 2022, ils annoncent GTA sur PS5, une version améliorée et étendue. En réalité, cette version va effectivement améliorer techniquement le jeu, en augmentant les framerates et la résolution, mais elle n'est nullement étendue, aucune nouveauté à proprement parler. Le titre est mensonger et en plus de ça, le trailer est faux, puisque lorsqu'ils ont publié la vidéo, le développement de cette version n'avait pas commencé. Des plans du teaser de la version PS3 et PS4 ont été utilisés pour ce trailer de la version PS5. Mais c'est pas fini. Dans le lot, ils annoncent aussi ça. GTA+. C'est un abonnement payant permettant d'avoir des bonus dans le mode online, quelques milliers de dollars par mois, ainsi que certains objets ou vêtements exclusifs, dont les 180 véhicules qui ont été retirés du jeu. Vous pouvez les obtenir en payant 20% moins cher que le prix de base. Alors évidemment, vous avez aussi la possibilité via GTA+, de jouer aux précédents jeux GTA de la licence, du style GTA Trilogy en Definitive Edition, qui mérite une petite parenthèse. En 2021 sort GTA Trilogy Definitive Edition, une compilation des 3 premiers GTA, en 3D. Donc GTA 3, GTA San Andreas et GTA Vice City. C'est une superbe idée, parce que ça permettra aux nouveaux joueurs ayant rejoint l'aventure en cours de route de découvrir les premiers opus et comprendre pourquoi GTA est ce qu'il est maintenant. Cette version promet une amélioration graphique et technique des 3 jeux. Mais le problème, c'est que Rockstar ne se sont pas occupés eux-mêmes du remaster du titre. Ils l'ont donné à Groove Street Games. Et j'ai pas de problème avec ça. Ils sont occupés avec GTA 6, Red Dead Online et GTA Online. Par contre, quand tu donnes une licence comme GTA, qui est énorme, t'évites de le donner à un studio composé uniquement de 13 personnes. Résultat, le jeu est sorti buggé, la direction artistique est parfois abstraite, et pire, du contenu a carrément été enlevé, comme pas mal de musique de l'époque, puisqu'il fallait repayer les droits. Ça ne ressemble pas du tout à Rockstar de bâcler du travail, encore moins leur bébé qui est Grand Theft Auto. Et c'est sûrement lié à 2 choses que je ne vous ai pas encore dit.
GTA, c'est principalement 3 personnes. Sam Hauser, Dan Hauser et Leslie Benzies. Lorsque GTA V est sorti, ces mecs-là étaient tout simplement les rois du monde. Tout le monde savait qui ils étaient, ce qu'ils ont été capables de faire et tous les exploits liés à GTA. En 2014, Leslie Benzies quitte Rockstar et aucune vraie raison ne nous est donnée. La raison la plus valable est que sa vision pour le futur de GTA n'était pas alignée avec les ambitions de ses collègues ou de Rockstar. Pire, en 2020, c'est Dan Hauser qui part à son tour, laissant son frère seul chez Rockstar. Dan Hauser était producteur, scénariste et vice-président créatif de Rockstar. Sa présence était l'ADN même de la boîte. Son départ fait mal, très mal pour les joueurs. N'oublions pas une chose, ce n'est pas le nom du studio qui est le plus important à l'écran d'accueil du menu du jeu, ce sont les personnes qui y ont travaillé. Et on a déjà vu ce problème plein de fois, notamment avec Call of Duty, où les jeux d'un même studio n'ont rien à voir, puisque ce ne sont pas les mêmes personnes qui travaillent dessus. Une note tout de même un peu plus joyeuse, il reste encore Sam Hauser. D'ailleurs, je pense qu'il a compris que les joueurs commençaient sérieusement à s'inquiéter, car lors de l'annonce du trailer de GTA 6 sur Twitter, il a lui-même signé le message sur le compte de Rockstar, montrant qu'il est là, qu'il y a de l'espoir et qu'il est toujours aux commandes. Pour finir, je vous ai parlé de GTA RP, fait par des indépendants qui ont énormément apporté à la communauté GTA ainsi qu'au roleplay. Ils ont été achetés par Rockstar. Alors pour l'instant on peut toujours jouer à GTA RP, même si on commence à avoir du changement. Déjà, interdiction d'utiliser les marques de voitures réelles, puisque c'est sous la main de Rockstar et qui peuvent se prendre des procès. Et plus globalement, interdiction d'utiliser la propriété intellectuelle. Donc même hors RP, si vous avez un serveur sur 5M avec vos amis, vous n'avez pas le droit de faire un Mario Kart par exemple. La situation est vraiment inquiétante pour le futur de la licence. On se pose beaucoup de questions quant à l'avenir de la saga. Ça fait maintenant 11 ans qu'on attend la suite de GTA. On a très peu d'informations, comme d'habitude avec Rockstar. On sait qu'une partie du développement était pour l'amélioration de leur moteur de jeu qui va améliorer principalement la physique du jeu avec une eau physiquement simulée en temps réel, une gestion du temps plus réaliste, que ce soit les matinées, les journées, les soirées ou encore la nuit, la qualité des rendus, que ce soit des textures, des lumières, même des nuages volumétriques, et évidemment de son intelligence artificielle. Interaction avec les PNJ, réaction de la police, etc. En plus des améliorations déjà présentes dans Red Dead 2, l'ancienne version du moteur de jeu mais on en parle juste après. A la base, GTA 6 ne devait pas s'appeler comme ça, le nom de code du jeu était Projet America. Sans trop se mouiller, on peut dire que Rockstar prévoyait simplement la carte des États-Unis comme terrain de jeu, un peu comme l'a fait le jeu The Crew. Mais le projet étant peut-être trop ambitieux et avec le départ de certaines têtes de Rockstar, ce GTA a soi-disant connu un reboot et recommencé depuis presque zéro. C'est à peu près les seules informations qu'on avait jusqu'en septembre 2022, et en attendant les informations, certains essayaient d'imaginer à quoi ressemblerait le jeu, en créant leur propre GTA 6. Certains essayaient même de créer de faux leaks du jeu, en saccageant la vidéo exprès pour dire « Eh regardez, du gameplay exclusif, c'est 100% vrai, GTA 6 vient de leak ». Le problème avec ça, c'est que parfois quand t'as quelque chose d'aussi bien mal fait, tu peux douter. Tu peux te dire que c'est peut-être vrai. Enfin, le jeu est tellement attendu qu'ils doivent avoir des sécurités de malade, ne serait-ce qu'en interne. Ils avaient même interdit le télétravail pour ça. Mais alors, quand en septembre 2022, ce genre de vidéo apparaît, les gens doutent. C'est si bien fait qu'on pourrait croire que c'est vrai. On nous confirme d'ailleurs qu'apparemment, il y aurait plus d'1h30 de contenu qui aurait fuité. Et le problème, c'est que les séquences sont parfois nulles, il se passe rien. Ou alors les environnements sont parfois très différents. D'une vidéo à l'autre, tu passes d'un braquage à prendre le métro à Miami. Et avant de parler de la véracité ou non de cette histoire, je vais faire un point sur Arion Courtage. Ce petit garçon-là que vous voyez jouer avec ses amis avait 10 ans lors de la sortie de cette vidéo. Il fait ce qu'un garçon de son âge ferait de plus normal. Il fait du vélo, il est passionné de moto et joue à des jeux vidéo comme Minecraft. Et il commence beaucoup à s'intéresser aux cheats, notamment sur Hypixel et surtout au hacking de manière globale. Vous voyez où je veux en venir. Il commence par usurper l'identité de certains gérants de serveurs Minecraft pour y foutre le bordel, et il est tellement fort en hacking qu'il va, un an plus tard, hacker le site de la NASA. Il était à ce moment accompagné d'un groupe de hackers, mais l'exploit est là. Aucun vol de données, son but était juste de flex, montrer de quoi il est capable. Mais au fur et à mesure du temps, il va rejoindre des groupes de hackers avec d'autres motivations. Par exemple, il va hacker des adresses mail gouvernementales et les revendre pour quelques centaines de dollars. Il va aussi en parallèle voler des cartes eSIM pour avoir accès à leurs appels et SMS. Et à ce moment-là, il fonde le groupe de hackers Lapsus. Il va continuer ses activités illégales, générant pas moins de 14 millions de dollars. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'il se fait arrêter par la police. Cependant, par manque de preuves, ils doivent le relâcher. Et quand tu prends un coup de pression comme ça, souvent ça finit par te calmer. Tu dis que tu as eu un énorme coup de chance et qu'il est peut-être temps de prendre sa retraite. Mais Arion n'est pas de cet avis.
Et il attaque directement Nvidia ainsi que Samsung très peu de temps après. Pour l'anecdote, Nvidia va plutôt bien s'en sortir car ils ont envoyé eux aussi un hacker dans les serveurs de Lapsus pour éviter la fuite de données, chose bien évidemment illégale. Il va commettre une erreur lorsqu'il va hacker Microsoft et dévoiler des informations confidentielles sur le net. Désormais, Lapsus est recherché par le FBI, et le problème est que, sur un site de communauté d'hacking, ces informations privées telles que son adresse étaient visibles, et le FBI ne mettra que quelques jours à retrouver les principales têtes de Lapsus. Cette fois, la police a ce qu'il faut comme preuve pour pouvoir aller en procès, et place donc Iron dans une chambre d'hôtel, en attendant la date fatidique du 29 avril 2022, date du procès. C'est simple, il n'avait pas d'ordinateur, mais il va quand même réussir à hacker la société Uber avec une Amazon Fire TV Stick et une télévision. Le mec est inarrêtable, et un jour sur un forum, on voit un gars qui poste des vidéos de soi-disant GTA 6. Et bien plus, ce mec d'avoir accès au code du jeu et plusieurs accès employés de la boîte de Rockstar. Les heures passent, après les premières vidéos dévoilées, et Rockstar poste ce message. C'était bien vrai, et c'était Iron derrière tout ça. Ils viennent de hacker Rockstar et dévoiler des vidéos du jeu le plus attendu de tous les temps. C'est notamment avec ce hack qu'il deviendra mondialement connu et aussi qu'il écopera d'une peine à perpétuité dans un hôpital-prison. On sait désormais que les leaks sont tristement réels. C'est vraiment dommage d'apprendre qu'une partie du jeu est dévoilée comme ça, et non via du contenu officiel par Rockstar. Et avant de parler de GTA 6, je dois vous parler d'autre chose. Le jeu qui a choqué le monde à sa sortie et qui va très certainement inspirer des mécaniques de GTA 6. Le dernier titre majeur de Rockstar. Quand on est un gamer de longue date et qu'on passe beaucoup de temps à jouer à différents jeux, il est rare qu'on ressente une énorme extase à la sortie d'un jeu car on est habitué à ce sentiment. C'est comme quand on scrolle sur les réseaux sociaux, on est tellement habitué à ce shot de dopamine qu'il faudrait vraiment qu'un contenu sorte de l'ordinaire pour avoir le même effet que la première fois. Cette première fois, enfant, quand tu découvres un jeu qui te marque et dont tu t'en souviens plusieurs années après. Mais Red Dead 2 était le shot de dopamine le plus fort qu'on puisse ressentir. Jamais un monde ouvert n'avait eu ce point de détail. On pourrait croire à une simulation tellement le jeu est immersif et réaliste. De la gestion des besoins primaires du personnage, aux effets de climat et d'environnement, jusqu'aux activités même dites chiantes, comme la pêche, la chasse, devoir prendre soin de son cheval ou même de son arme. Même les PNJ sont cohérents dans l'univers du jeu, avec des personnages non joueurs qui se lèvent au lever du soleil, vont travailler, puis à midi font leur pause, retournent bosser et finissent la soirée au bar avec leurs amis, pour finalement aller se coucher et attaquer une nouvelle journée. Regardez le nombre de vidéos parlant de détails du jeu, j'ai l'impression qu'on apprend tous les jours un nouveau truc sur Red Dead 2. Mais au-delà de ça, on se croirait devant un film, où chaque plan est presque cinématique, contemplatif. Et réalisme oblige, on va pas se balader avec 200 armes sur soi, on est limité sur les objets qu'on peut porter. Même si on peut en déléguer au cheval. Ce n'est pas un GTA dans le western comme les gens le disent, on est moins face à des personnages déjantés, ou sur une exagération permanente dans les missions, l'histoire ou les dialogues. Ce jeu se veut réaliste en tout point, et je peux comprendre que des gens n'ont pas aimé Red Dead 2, car il est considéré comme trop lent. Dans une ère où tout va si vite, où le temps d'attention moyen est d'environ 1 seconde 5, Red Dead 2 nous demande de prendre le temps, de contempler et de respirer. Alors peut-être qu'au lieu de rusher les quêtes, perdez-vous dans la nature, allez découvrir la faune et la flore. Attention à ne pas manger n'importe quoi sous peine de finir très mal en point. Red Dead 2 est un excellent jeu, une histoire folle avec un personnage principal qui a marqué les joueurs et l'un des jeux les plus réalistes qui nous a été de voir. Peut-être même trop. Beaucoup critiquent que le jeu soit trop violent, notamment avec son système de chasse et de dépeçage des animaux, ainsi que les combats à l'arme à feu et les démembrements. Il est vrai qu'il y a une différence entre ça et ça. Out of the way! How do you do? All right, No, this is what you want! Get ready to meet your maker! No, this can't be happening! What the hell? Somebody please help me! Don't shoot! No, don't! Shit in hell! Je suis beaucoup plus impacté par Red Dead 2 que le premier jeu, même si la finalité est la même, le personnage est mort. C'est sûr que le jeu n'est pas fait pour jouer comme ça, mais le fait que ce soit possible rend la chose dérangeante. Et je vous ai parlé de ça car beaucoup de joueurs s'attendent à un GTA 6 aussi réaliste que Red Dead 2. Déjà, en voyant le trailer, on peut être assuré ça ne semble pas. Et le trailer nous donne beaucoup d'informations sur le jeu dont on va détailler après. Autre chose, dans GTA 4, on pouvait faire ça. Rentrer dans un hôpital, tirer sur les personnes présentes et partir. Chose impossible dans GTA 5 car faisant allusion à du terrorisme et du massacre purement gratuit. Mais dans Red Dead, rien ne t'empêche d'entrer dans un saloon et de fusiller n'importe qui. Les scènes sont plus choquantes dans Red Dead car le jeu est tellement réaliste. Ça me rappelle aussi ce youtubeur qui, à la sortie de Red Dead 2, tabasse un personnage féminin pour le donner à manger au cochon en explosant de rire.
Mais qu'en sera-t-il de GTA 6 ? Pour l'instant, on ne peut pas répondre à ça, ni même avec les vidéos qui ont fuité. Cependant, il y a du bon qui a été repris de Red Dead. Sans trop spoiler, car c'est pas le but de la vidéo, malheureusement les vidéos futées sont facilement trouvables sur le net, alors voici quelques petits détails repris de Red Dead. Dans certaines vidéos, on voit que quand on tient une arme lourde et qu'on la déséquipe, le personnage principal met l'arme dans son dos. Elle ne disparaît plus comme dans les anciens jeux. On devrait garder une sorte de menu d'armes à la Red Dead, avec possibilité de stocker le reste dans le coffre de sa voiture, qui pour une fois aura un réel intérêt autre que se déplacer d'un point A à un point B. On pourra aussi porter un personnage comme dans Red Dead, ou personnaliser sa planque. Bref, je vous déconseille d'aller voir les leaks, car plusieurs événements et même missions vous seront spoil. Et ça cassera cette magie et aura qu'il y a autour de GTA 6. Niveau gameplay, ça évolue comme on vient de le voir, mais qu'en est-il du reste ? Déjà, on sait que ça se passera à Miami, et que la carte sera sans surprise plus grande que celle de GTA 5. Aussi, je vous ai parlé des PNJ de Red Dead, qui ont des scripts détaillés au point d'avoir une routine et de faire quelque chose de cohérent dans l'univers, plutôt que marcher d'un bout à l'autre de la rue. Évidemment, ils sont aussi boostés par une IA. Mais pour GTA 6, on va plus loin qu'un simple script. En 2020, Take-Two dépose un brevet nommé « Système et méthode de navigation virtuelle dans un environnement de jeu ». Ce brevet présente une nouvelle méthode de développement des actions des PNJ, permettant une simulation de vie réaliste, incluant des emplois du temps, des occupations et des tâches à accomplir. L'objectif semble être d'améliorer l'interaction globale, à l'image de Red Dead 2, que ce soit avec l'environnement ou avec les autres PNJ grâce à un système de nœuds. On peut voir ici que les PNJ pourraient donc se balader dans toute la carte, là où GTA V, les PNJ sont plutôt assignés à une certaine zone. Un autre brevet déposé par la maison mère de Rockstar sur le système d'animation complexe et innovant. En gros, ils ont construit une bibliothèque de petits blocs de construction pour les mouvements des personnages. Ces blocs peuvent être combinés de différentes manières pour créer un large éventail d'animations. Par exemple, pensez à un personnage d'un jeu qui marche sous la pluie, qui se sent fatigué ou alors qui est blessé. Au lieu de concevoir des animations distinctes pour chacune de ces situations, ils utilisent ces blocs de construction pour assembler naturellement les mouvements du personnage. Ça signifie que GTA 6 peut avoir des animations beaucoup plus diversifiées et plus réalistes. Et en début d'année 2024, encore un brevet déposé sur une nouvelle technologie d'IA. D'après un article, les intérieurs des bâtiments seront générés de façon aléatoire, permettant alors aux joueurs de ne pas tomber sur les mêmes décors à chaque fois, comme cela peut être le cas actuellement dans GTA V. Par ailleurs, les environnements devraient être plus vivants et, pour exemple, selon le type d'appartement, de luxe ou pas cher, les éléments évolueront au fil du temps, que ce soit les traces d'usure, la saleté ou bien les événements qui auront des conséquences sur l'intérieur. Je tiens juste à préciser que c'est pas parce qu'un brevet est déposé qu'il sera forcément utilisé. Il faut que le jeu tienne déjà sur les consoles next-gen et qu'en plus de ça, on aura une nouvelle version de GTA Online avec ce GTA 6. Et peut-être que ces technologies de brevet là seront utilisées dans le mode en ligne uniquement. Un dernier brevet est déposé pour le mode en ligne, mélangeant plusieurs sessions en une seule pour éviter des écrans de chargement et permettant un plus grand nombre de joueurs dans une grande session en ligne. Mais que nous apprend le trailer de GTA 6 ? On l'a dit, ça se passe à Miami, la ville de GTA Vice City. On jouera deux personnages, Lucia et soi-disant Jason, mais rien ne prouve officiellement son nom, ni dans les vidéos qui ont leak, ni le trailer, ni quoi que ce soit. Ce serait un peu un couple à la Bonnie and Clyde, un couple criminel. Le jeu sortirait sur PS5 et Xbox Series et sur PC quelques mois plus tard, comme ils le font depuis toujours. Pas de sortie PS4 et Xbox One, bien que certaines vidéos qui ont fuité nous montrent du contenu sur la PS4. Les environnements seront variés, passant d'urbain à industriel, de zones rurales à des marécages, donc la carte donnerait ça, en se basant sur la cartographie de Miami. Et cette carte est visible ici, dans l'artwork du jeu. C'est très fourbe de faire ça Rockstar, bravo. On est tous d'accord pour dire que le trailer claque. Regardez le nombre de PNJ, la beauté des textures et des décors. Il y a même plein d'animaux. On voit certains véhicules bien connus de la série GTA, mais aussi des nouveaux. La musique du trailer est vraiment cool. Les gens se sont rués pour l'écouter sur les plateformes, augmentant la popularité de la musique de 40 000%. D'ailleurs, on a peut-être une piste sur le thème musical de GTA 6. Lors d'un DLC sorti dans le online de GTA 5, de la mise à jour salle d'arcade, on peut écouter le thème de GTA 5 nommé Los Santos Night. Et qui est une version 8 bits du thème de GTA 5. Mais il y a aussi cette musique, nommée Vice Lights, qui donne ça. Personnellement, je la trouve sympa, et si ça s'avère être ça, c'est un excellent clin d'œil. D'après les dernières informations, le jeu devrait sortir en automne 2025, et ça correspond aux sorties majeures des jeux Rockstar. Sur les 16 titres majeurs sortis, 10 sont sortis entre octobre et novembre. N'écoutez pas les rumeurs disant que le jeu devrait coûter 150€. C'est infondé, et en plus de ça, le président de Take-Two a démenti tout ça. Normalement d'ici là, on devrait avoir quelques screenshots in-game, peut-être des informations liées au pack collector, de nouveaux trailers. Maintenant, avec le peu d'informations qu'on a, on peut surtout rêver et imaginer ce qui sera possible de faire dans le jeu. On voit beaucoup de vidéos type TikTok dans le trailer. Est-ce qu'on aura un réseau social dans le jeu avec lequel il sera possible de poster ?
On voit en arrière-plan certains PNJ avec leur smartphone filmer l'environnement ou filmer d'autres PNJ. Et puis on sait aussi que Rockstar India a recruté un animateur pour médias sociaux in-game. Alors on sait que ça fera partie du jeu, mais à quel point? On voit aussi beaucoup d'animaux, alors est-ce que la chasse sera aussi au rendez-vous à la Red Dead 2? Qu'en sera-t-il des mystères du jeu? Le jetpack sera-t-il accessible dès le début du jeu ou faudra-t-il attendre des mises à jour du online comme pour GTA V? On ne peut que rêver pour l'instant de tout ce qui va s'annoncer. Des nouveautés, le retour de certains éléments, comme, je l'espère, la salle de sport ou le système de cambriolage qui vient de San Andreas. GTA est devenu ce qu'il est car il a surpris le monde à la sortie de chaque épisode. Des standards de plus en plus élevés, l'incorporation de nouvelles technologies, l'influence médiatique. On sait que GTA est une satire de la vraie vie et ce trailer nous le prouve avec des vidéos parodiques de la vraie vie. Toujours plus beau, toujours plus grand. Comme de GTA en GTA, on peut s'attendre à plus de véhicules, plus de musique, plus de missions, plus de quêtes annexes à activités que les précédents opus. Rien que le premier trailer de GTA 6 nous dévoile 74 véhicules différents. Maintenant, côté Rockstar, il ne faut pas rater GTA 6, car avec le milliard de dollars qu'a déjà coûté le jeu, ça pourrait coûter très cher de rater le lancement ainsi que la suite. Le mode online aussi. Le mode online nous fait peur, bien que pour l'instant on n'ait aucune info. Est-ce qu'un mode RP sera intégré à la sortie des serveurs online? On a vu que Rockstar a acheté 5M et intégré les devs à leur service. On pourrait imaginer un mode en ligne avec deux possibilités, un serveur RP et un serveur plus général, avec possibilité de faire du online classique comme dans GTA V Online. Par contre, comment se passera l'économie de ces serveurs? Est-ce qu'on garde le système actuel de GTA Online? Est-ce qu'il faudra payer avec du vrai argent? C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter une paire de chaussures dans la vraie vie, je le ferai dans le jeu? Je pousse le vice un peu loin, mais c'est quelque chose qui pourrait totalement être envisageable. On a vu que Rockstar se concentre uniquement sur le online depuis la sortie de GTA V, car ça rapporte tellement d'argent. Beaucoup se posent la question aussi, mais est-ce qu'on pourra migrer nos personnages actuels de GTA Online sur ce nouveau jeu? Si oui, c'est dégueulasse pour les nouveaux qui arriveront avec ce nouvel épisode. Ils auront trop de retard par rapport aux anciens joueurs. Parce que là où la communauté excelle le plus, c'est pour râler. Tiens, quand on a eu les leaks, beaucoup ont vu qu'on allait jouer une femme. Encore une fois, on voit des gens s'offusquer parce qu'on jouera un personnage féminin. Par le passé, on a déjà vu ce genre de polémique, que ce soit avec Tomb Raider ou encore Aloy dans Horizon Zero Dawn, lorsqu'un internaute s'exclame sur le réalisme et la pilosité du visage du personnage principal. Résultat, le jeu se prend des 0 sur 20 dans plusieurs sites de notation, pour baisser la note globale du jeu. Alors quoi? Le réalisme, le saint graal des joueurs ne serait plus tant acclamé par ces derniers? Rares sont les personnages féminins qui ne tombent pas dans le cliché désopilant de la demoiselle en détresse attendant le héros pour se faire sauver des griffes du grand méchant. Lara Croft ou Samus Aran sont les héroïnes de leur propre jeu, mais elles sont bien peu face à la concurrence. De plus, il y a cette appréhension du côté des éditeurs de sortir un jeu avec un personnage principal uniquement féminin. Dans Assassin's Creed Odyssey, le joueur devait incarner exclusivement un personnage féminin, Cassandra. Mais ils ont finalement donné aux joueurs le choix entre les deux genres. La raison ? Parce que le jeu ne se serait pas aussi bien vendu. D'où vient cette peur? Les joueurs ne pensent-ils pas pouvoir s'identifier s'ils jouent des personnages féminins? Si on revient sur GTA, on observe que les personnages peuvent être complètement déjantés, à l'image de Trevor ou Michael qui sont totalement fous, faisant n'importe quoi dans leur vie de gangster. Cela voudrait-il dire que les joueurs ne peuvent pas s'imaginer un personnage féminin déjanté? Pour l'instant, on ne sait pas comment le personnage féminin va évoluer, et surtout ce qu'il sera capable de faire dans le jeu. On sait qu'avec les précédents opus, on pouvait aller au nightclub et avoir des relations sexuelles avec des PNJ. Sera-t-il possible de s'adonner à ces mêmes pratiques avec un personnage féminin? Ce personnage offrira-t-il autant de possibilités d'action que le personnage masculin? Peut-on même redouter des dérives des joueurs qui l'incarneront? Des questions qui restent sans réponse jusqu'à la sortie du jeu. GTA 6 fait beaucoup parler de lui alors qu'on en sait très peu à son sujet. Ce jeu va changer l'industrie du jeu vidéo. Rien qu'à voir la physique de l'eau dans le trailer, même les cheveux, on a rarement vu quelque chose d'aussi réaliste. Le fait que 70% des bâtiments soient visitables avec des intérieurs accessibles, ou l'utilisation de la technologie IA qui va amener beaucoup de nouveautés dans le jeu vidéo. Les GTA sont les jeux les plus attendus de tous les temps car ils arrivent à faire ce qu'on pensait impensable. Ils surprennent le monde à chaque fois. Alors soyons patients, continuons de rêver et attendons la sortie du jeu le plus attendu de tous les temps.